Et hello les légendes, pour ce nouvel hors-série stat, on vous redonne accès aux 33 clés enregistrées avec Fabs Barreau, notre expert. C'est 20 heures de contenu pour décortiquer l'ADN de ton jeu et adopter des schémas tactiques clairs en fonction de ton style. Vous avez le lien juste en dessous pour découvrir l'offre et ceux qui veulent statser leur propre match. C'est aussi possible, Fab vous met à dispo le fichier qu'il a construit en 12 ans et plus d'1 million de points analysés. Nico Mahut me le confirmait, ça lui permet de grappiller de précieux points en match, surtout quand on sait que le double peut basculer si vite. Profitez-en, vous avez un suivi compris dans l'offre avec Fab pour s'assurer de vos progrès et de la pleine exploitation de l'outil. Vamos, c'est accessible pour quelques jours, tout est expliqué dans la description en lien de l'épisode. C'est parti. Hello à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode hors série avec Fabrice Sbarro alias Lasbar, avec lequel on va profiler les joueurs qui ont cartonné sur les 2 derniers Master 1000, Indian Wells et Miami. Dans l'ordre, on va s'intéresser à Carlos Alcaraz d'un point de vue statistique, mais pas que. On va enchaîner avec Francisco Cerundolo, révélation du dernier Miami Open, demi-finaliste surprise. On va enchaîner avec Iga Swiatek, nouvelle reine du tennis féminin mondial. Et on va terminer avec la surprise, le vainqueur surprise d'Indian Wells. Ça paraît déjà loin, c'est assez fou. Taylor Fritz. Allez, non. Taylor, la Fritz. Très bien. Fab, comment vas-tu? Comment as-tu vécu ces 2 Master 1000? Alors, oui, bah, je vais très bien. Et les deux Master 1000, je les ai vécus moins bien que prévu, car des résultats en dents de scie avec les gens avec qui je travaille, donc des très bons résultats et des moins bons résultats. Donc, j'ai fait un meilleur début de saison. Je dirais que les équipes avec qui je travaille, janvier-février, que le mois de mars, mais le mois de mars n'a pas été dramatique non plus. Donc, tout va bien. Alors, le but de profiler ces quelques joueurs, ça va être de mieux les comprendre d'un point de vue statistique et d'éventuellement mieux comprendre, de rebondir sur vos propres jeux pour peut-être comparer vos forces et vos faiblesses et vos schémas tactiques. Alors, si vous avez les mêmes forces que Carlos Alcaraz, il faut vous poser des questions si vous êtes toujours 34 au bout de 10 ans de pratique. Mais on Voilà. ne sait jamais. Peut-être que le punch va finir par payer. Alors, Fabrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'Espagnol, la révélation espagnole, demi-finaliste puis vainqueur de ces 2 derniers tournois, sous l'angle de la statistique en tout cas? Bon, alors déjà par rapport au profil de jeu d'Alcaraz, c'est un puncher en dominant. Donc punch en dominant veut dire je domine mes adversaires principalement car je fais plus de points en coup droit. Et ensuite, en complément, il a la cadence et la facette offensive. Donc cadence, ça veut dire prise de balle tôt en revers, agressivité en revers, entre autres. Aussi le retour, mais chez lui c'est moins le retour, c'est plutôt le revers. Et côté offensif, ça veut dire je viens terminer des points à la volée. Donc Alcaraz, on est vraiment sur un joueur agressif et offensif de fond de courbe. De fond de courbe parce qu'il part du fond pour aller à la volée aussi. Hein. Mais, donc c'est quand même un joueur très agressif. Et en gros, il parvient en coup droit à faire 50% de points de plus en coup droit que ses adversaires, 50% de points de plus en revers que ses adversaires et 40% de points de plus à la volée, avec sa volée, non, que ses adversaires. Et tout ça pour le même ratio de fautes directes que ses rivaux. Donc on est sur quelqu'un vraiment qui va gagner ses matchs par ses actions, par son agressivité, par son côté offensif également, et tout en maintenant une stabilité, une constance de jeu au niveau de ses adversaires. Grosso modo, c'est ça. Donc, euh, donc par rapport aux joueurs de tous les jours, joueurs local, ce qu'on peut prendre de lui, bon, déjà, pour avoir un profil pareil, on doit être une bête technique. On Ok. peut pas être, si tu veux, on peut pas gagner plus de points que ses adversaires en moyenne sans être fort techniquement. La technique s'associe au ratio de points. C'est complètement logique. Imagine, je sais pas, le 33 du club qui remet toutes les balles en jeu. En règle générale, c'est pas par sa technique qu'il gagne ses matchs. Et souvent, le fait de remettre toutes les balles en jeu, c'est parce que la technique est limitante. Donc, il se dit, voilà, comment je vais sauver les meubles en me battant en me battant partout et en remettant les balles en jeu. Par contre, dans un profil comme Alcaraz, on est dans une maîtrise technique en coup droit, en revers et également à la volée. Donc là, on est dans un joueur très fort techniquement, agressif et avec des capacités physiques et mentales aussi hors normes. Plus complet qu'un Rafa, tu penses? Euh,
Non, non, pas plus complet, mais autant. Et du coup, c'est l'école Rafa qui l'a inspiré. Enfin, quand je dis l'école Rafa, c'est son style de jeu, sa manière de créer du jeu, plutôt que les Espagnols dont on pouvait avoir l'habitude dans les années 2000, ainsi que les Argentins Ouais, terriens, ratons des surfaces. mais alors attends, moi j'ai toujours mis une grande différence entre l'école espagnole et l'école argentine, par exemple, ou Ok, l'école d'Amérique du Sud. Pour moi, les joueurs espagnols, à partir de Ferrero, en plus c'est son coach, à partir de Ferrero, étaient très très complets techniquement. En termes de biomécanique, Ferrero, c'était franchement, je trouvais excellent. C'est excellent encore maintenant, il n'est pas mort, hein. Et, euh, et donc, toute la lignée d'Espagnols, tu prends un Verdasco en coup droit, un Nadal, tous ces joueurs, c'est techniquement très bon. Après, il y aura deux, trois exceptions. Tu prends un Marcel Granollers, c'était de loin peut-être pas le meilleur joueur technique, mais qui compensait ça avec une main, une jouabilité d'un jeu à la volée, ce qui fait en plus qu'il est toujours top 10 en double. Mais la majorité des Espagnols, pour moi, avaient une très bonne technique. Alors que les Argentins, hormis peut-être Del Potro, mais qui a été un cas de figure unique en Argentine malgré tout, l'Argentin était plus avec une technique un peu moins bonne et à se battre en faisant plus de remises. Donc, si tu veux, les Argentins, pour moi, étaient beaucoup plus remiseurs dans mes catégories que les Espagnols qui avaient du punch et de la cadence. Et Alcaraz, Ferrero sont des exemples. Et même Nadal, pour moi, techniquement, a toujours été très, très bon. Donc, c'est cette mentalité espagnole du travail technique, de l'intensité, de la discipline, du travail, de l'humilité. de Voilà, c'est ça. l'humilité, ouais, ça sent le gars sain qui bosse. Après, il est jeune, heureusement, il n'a pas trop le boulard, j'allais dire encore, mais peut-être qu'il l'aura jamais, on lui souhaite. Je pense Et pas. avec un tel exemple et modèle devant qu'est Rafa, j'espère qu'il Ouais. arrivera à garder cette fraîcheur et voilà, les pieds sur terre, quoi. Et puis Ferrero était aussi un peu comme ça. Ferrero, c'était pas le mec qui faisait beaucoup de bruit. Mais même la majorité des Espagnols, est-ce que tu as des Espagnols, tu as l'impression qu'ils font du bruit voilà, c'est cette humilité espagnole, le travail, le goût du travail, le goût de l'effort, et ça se retrouve dans leurs propos. Il y a Feliciano Lopez et son copain Fernand, Ouais, mais peut-être ils se la pètent parce que Fernando physiquement. Verdasco, qui se Ouais, la mais peut-être parce raconte que. peut-être un peu plus que les autres. Oui, mais peut-être parce que physiquement, ouais, bah, c'est surtout Feliciano, les talons. Oui, mais dans leurs propos, ils se la pètent pas. Après, peut-être ils se C'est la vrai. pètent parce que physiquement, ils ont une carapace jolie ou j'en sais rien, qui est un peu plus. Voilà, c'était un peu les beaux mecs du circuit, j'ai l'impression, Verdasco et puis Lopez. Donc évidemment qu'ils doivent en jouer. Mais par contre, quand ils parlaient, ils n'avaient pas des propos, ils étaient toujours assez humbles. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. Ce qu'on entend des adversaires d'Alcaraz, c'est qu'il détruit la balle avec une violence en coup droit. J'avais recueilli ces propos de plusieurs adversaires qui disaient: «Je n'ai jamais ressenti une telle violence en coup droit». Est-ce que tu as des données sur la vitesse de la balle, du lift peut-être imprimé aussi? Oui, alors ça, c'est des données que tu vois, moi, je ne les calcule pas, mais que j'ai pu récupérer à quelque part d'autre sur Oka de l'année passée, par exemple. Mais c'est des données 2021. D'accord, Donc, ce que j'ai comme données, c'est que le coup droit d'Alcaraz, c'est 124 km/h. d'accord. 124, si tu veux, dans la moyenne, parce que j'étais regardé pas mal de joueurs, c'est dans le haut. Le plus fort, c'est Basilashvili, sur cette liste que j'ai eue, qui était à 130 km/h en coup droit de moyenne. C'est des moyennes de coup droit. Évidemment que sur un coup droit, il peut être à 150 km/h, mais là, on parle d'une moyenne de 124 km/h en D'accord. coup droit. Et le plus haut de la liste que j'ai eue, c'est Basilashvili. Et le plus bas, c'était un mec qui était dans les 100, 108. Ah, Donc, on est quand même dans le haut du panier par rapport au speed. Et ça, c'est 2021. Alors, imaginons que dans l'entre-saison 2021-2022, il a encore pris peut-être 3, 4, 5 km/h. Il est dans les 128 maintenant, en tout en cas, moyenne. il a pris plusieurs kilos de muscles, c'est sûr. Et le muscle va peut-être l'amener plus de vitesse. Pas spécialement, hein, des fois, tu sais, la vitesse, ça peut être aussi d'autres facteurs. C'est Ouais. l'explosivité, c'est pas spécialement l'explosivité. Peut-être, elle a à voir avec la corpulence, la masse musculaire, mais peut-être pas non plus. Donc, bref. Hmm. Donc, voilà. Et En- deux, excuse, Ouais, non, non, vas-y, enchaîne. Vas-y, Et pardon. deux, j'ai aussi la stats du RPS, rotation par seconde, si je ne me trompe pas, et il est à 50. Et le plus haut, si tu veux, il est à 60. C'est Casper Ruud. C'est celui qui la frotte plus. Nadal, je crois qu'il était à 58, je ne me rappelle plus, mais de souvenir. Donc, il est dans un livre quand même aussi. Tu vois, les deux, il est dans les hauts. Par contre, tu vois, je pense que s'il a pris de la masse musculaire, il va augmenter en speed, mais pas spécialement en RPS. Parce que tu as vu son style de jeu assez agressif.
et un petit peu moins de lift quand tu es vachement agressif que peut-être un Casper Ruud. On l'a vu lors de la finale de Miami. Casper, il avait des trajectoires plus arrondies. C'était quand même Alcaraz qui faisait les points et les fautes un peu plus en coup droit, un peu plus. Hmm. Bien que Casper, quand il a le temps, il envoie du lourd aussi. Mais sa base est un coup droit très lifté chez Casper. Donc voilà, donc, on va dire il est dans le haut du panier en termes de rotation et en termes de speed en coup droit. Déjà en 2021, donc 2022, on peut encore augmenter peut-être les chiffres. En tout cas, il est 11e en ce début de semaine. Aux Mais il est portes deux à la race. 2 à la race. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Il est de 2003, donc il a 18 ans. Je pense que Hallucinant. ça va envoyer la poudre. J'ai trouvé une petite stat sur lui. En 2020, il a été le 5e joueur à gagner 3 challengers avant 18 ans, avec Gasquet, Félix Auger-Aliassime, que tu connais, Novak Djokovic et Jean-Martin Del Potro. C'est des Plus bonnes jeune, stats. plus jeune joueur classé dans le top 600 mondial. Il a reçu l'ATP Award de révélation de l'année en 2020. Ok, est-ce qu'on est bon sur le cas Carlos ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce qu'on doit Alors, retenir une stat en particulier peut-être? non, peut-être juste prendre 2 points moyens d'Alcaraz, Ouais, qui serait encore un nombre de fautes directes en retour un petit peu trop élevé et une efficacité au service un peu inférieure à celle de ses adversaires. Donc, c'est vraiment quelqu'un en ce moment qui domine avec coup droit, revers volé et qui est légèrement dominé en service et en retour. Donc, tu vois, entre deux frappes, service-retour, c'est là encore où ses stats sont en moyenne pour le moment moins bons ou à égalité avec ses adversaires. Par contre, dès qu'on arrive dans les rallyes de plus 3 frappes, donc premier coup après le service, premier coup après le retour, là, on est dans les points forts d'Alcaraz. Il a vraiment un coup droit et un revers et une volée qui peut faire mal en 3-4 frappes, 5-8 frappes, plus de 8 frappes. J'ai aussi oublié de dire que 20% des points d'Alcaraz sont gagnés à la volée, ce qui est au-dessus de la moyenne, et il varie bien les services volés, monter en 2 temps derrière le service et monter pendant le rallye. Donc voilà, en grosso modo, l'image statistique d'Alcaraz. magnifique. Si vous nous avez découvert récemment, on a enregistré 4 clés d'optimisation statistique avec Fab. C'est un aperçu des 33 clés. Vous allez adorer, c'est gratuit. Et si vous voulez découvrir comment la stat peut changer votre jeu, c'est offert en premier lien dans la description. Vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu, mieux retourner en fonction de votre style, exploiter le schéma service plus 1 et enfin optimiser la fonction de votre revers. C'est 1h14 de contenu offert. Foncez récupérer ces 4 clés statistiques si ce n'est pas encore fait. C'est en lien juste en dessous. Merci Fab. La surprise de Miami, Francisco, ton grand ami Francisco. Cerundolo. Cerundolo, Cerundolo. joueur argentin de 25 ans, il me semble. Un peu moins, je 23 ans. ne suis pas sûr, je 23 ans. dirais 23, Ouais, ouais. 23, 51e en ce début de semaine. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur lui, Francisco? Qu'est-ce que tu peux nous en dire Bon, d'un point de vue stat? déjà, c'est quand même sans parler avant de son profil, c'est quand même une sacrée surprise qui se retrouve en demi-finale sur dur, alors que c'est pas du tout un spécialiste de dur. Et là, ça peut me faire une autre parenthèse par rapport à ça. Si les joueurs ont tant bien performé à Miami cette année, c'est aussi que la surface, le dur, il était lent. C'était un dur qui était vachement lent. Et tu peux voir les résultats. Comme Ouais. par hasard, tu ralentis à peine la surface et tu retrouves Casper Ruud en finale, spécialiste de terre battue. Tu trouves Hugo Gaston qui bat Isner. Ouais. Donc, pas mal de surprises. Un Kecmanovic aussi, qui est un très très bon joueur de fond de cours. Tu vois, c'est ça. C'est juste une petite parenthèse. Tu vois à quel point le politique affecte les résultats. Hmm. Tu as un mec qui décide. Allez, je ne sais pas s'ils l'ont décidé. Je ne sais pas si c'est un concours de circonstances. Je n'ai pas été plus loin, mais le fait est que la surface à Miami est plus lente. Et du coup, ça te change complètement la donnée. C'est comme si maintenant Wimbledon te disait cette année, on va accélérer le gazon. Et tu vas retrouver des Alexander Pop de nouveau qui ressortent. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Alexander Pop. Tu te rappelles? Non. C'était un mec qui avait fait 2 quarts à Wimbledon et c'était quasi l'unique tournoi qui jouait bien. C'était un truc Ah comme ça, ouais. de ce que je me rappelle. Donc tu vois à quel point le politique a fait. Donc déjà, pour Oui, dire. d'ailleurs, Francisco a bénéficié de 2 abandons. Il n'avait jamais gagné un match sur dur sur le circuit ATP avant Exactement, mais c'était un Master dur qui 1000. ressemblait à de la terre. C'était Ouais. déjà un dur qui ressemblait à de la terre. Donc, terre, il était assez bon. Derrière, comme tu le dis, il a 2 abandons.
Attends, il joue Opelka au deuxième tour. En toute honnêteté, si Opelka il abandonne pas, il est quand même favori, même si la surface est un peu ralentie et que c'est un gros serveur. Mais il reste favori. Et derrière, il te perd au deuxième tour contre Opelka, bah, tu ne le retrouves pas en demi. Donc, il y a quand même, sans être méchant, tu vois, autant un Alcaraz mérite complètement sa victoire. Ça, c'est mon point de vue. Autant un Alcaraz mérite complètement sa victoire à Miami que Cerundolo, on l'aurait vu sortir au premier tour contre Griesport ou au deuxième tour contre Opelka. Personne n'aurait vu aucune différence. C'est Ouais. pas comme si c'est son niveau de jeu qui s'affirme. C'est un tournoi qui va peut-être le permettre de rester top 100 à un moment, ce que j'espère après qu'il puisse progresser. Mais les stats par rapport à son jeu, c'est ce qu'on va voir maintenant, sont pas si positives non plus. Donc voilà, maintenant je vais profiler, on va finir la parenthèse Cerundolo, je vais profiler son jeu. Ok. Donc Cerundolo, c'est clairement un puncher en dominant. Donc ça veut dire je fais beaucoup plus de points que mes adversaires avec mon coup droit. En moyenne 2,5. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est là qui fait la différence, surtout aussi sur terre battue ou sur un dur plus lent avec des joueurs qui ont moins la capacité de faire la différence en coup droit que lui. Donc, tu vois, cette lenteur de terre ou de Miami lui donne aussi un peu plus de temps pour surprendre avec des accélérations soudaines. C'est un petit peu ça sa force. Donc, Ok. c'est un puncher. Et en plus du punch, il rajoute une deuxième facette qui est aussi en coup droit, mais qui n'est pas du punch, c'est les amortis. Quelqu'un qui maîtrise très bien l'amorti. Donc, en fait, si tu veux, c'est un puncher ou un mec qui gagne beaucoup de points en coup droit de surprise. Ça veut dire que de moment, il peut faire des changements de rythme en coup droit, spécialement premier coup de raquette après le service, premier coup de raquette après le retour, il te surprend sur une accélération soudaine, ou il a cette finesse de l'amorti. Par contre, j'avais trouvé des stats qui étaient assez intéressantes sur lui par rapport et qui confirment ça. C'est quelqu'un qui est bon au coup droit en 3-4 frappes, Ouais. moins bon dans les rallyes moyens, 5-8 frappes, et de nouveau bon dans les longs rallyes de plus 9. Et ça, c'est typiquement, s'il est moins bon en 5-8 frappes, c'est qu'il commence à se perdre entre est-ce que je dois construire, attaquer très vite. Et là, on voit dans les stats, il y a trop de fautes directes. Tu sais, tu as un schéma de jeu, tu dois être agressif sur le premier coup de raquette après le service. C'est pas que tu dois, mais c'est ce qui fonctionne. Ça, il le fait bien. Après, dans les 5-8 frappes, ce qui fonctionne le mieux dans des 5-8 frappes, dans des rallyes moyens, ça aussi pour tout le monde, c'est pas la prise de risque à outrance. C'est une espèce de pression constante que met par exemple un Roublev, un Alcaraz. Alcaraz, c'est pas que des lattes en 5-8 frappes, Alcaraz. Hmm. C'est de temps en temps une balle rapide, mais c'est surtout une constance, une puissance. Et ça, c'est Rudolo, tu vois, c'est pas là qu'il est le meilleur. Par contre, après, dans les rallyes plus longs, il retrouve une certaine stabilité et il peut surprendre sur certains coups droits. Donc, bref, c'était une petite parenthèse punch pour dire que le punch de Cerundolo n'est pas le même que celui de Roublev et d'Alcaraz et qui fonctionne très bien en surprise plutôt qu'en genre bulldozer. Parce que Alcaraz et puis Roublev, c'est quand même des bulldozers. Et après, on va avoir un autre bulldozer féminin juste après. Mais déjà, Et voilà. Francisco qui s'est fait une finale à Buenos Aires en début d'année contre Non, l'année passée. l'année passée pardon contre Donc, Schwartzman, Diego c'est là qu'il Schwartzman. faut. Ouais. Ouais. Clairement, est-ce qu'il a chaté sur ce Master 1000? Il perd quand même au calife d'Indian Wells. Ouais, ouais. Il se Clairement. retrouve là un peu bon. Ok. Alors oui, admettons qu'il ait chaté, mais est-ce que ça va être un gros client sur la saison de terre battue, tu penses, avec la Non. confiance peut-être accumulée? Pas pour Non, autant? non, oh, attends, là, tu viens de dire un gros client. Non, un client peut-être. Un Ouais. gros client, ça veut dire quelqu'un qui peut te refaire une demi-finale au Master 1000 de Rome, qui peut aller en quart à Roland. Bon, à Roland, des fois, sur des tableaux plus grands, tu peux être vachement étonné. Évidemment qu'il peut y avoir des surprises, mais ça reviendrait une surprise. Alors que tu vois un Alcaraz déjà l'année passée, où c'est des mecs, tu dis, ils vont venir réellement à ce niveau pour de bon et pour toujours. Et c'est pas la sensation que j'ai avec Cerundolo. Ok. Après, je peux me tromper. Il a 23 ans, si tu vois, regarde, on parle pas d'un mec qui a 18 ans. Ouais. Le même Cerundolo qui a 19 ans ou qui a 20 ans, on peut espérer qu'il monte encore plus haut. Là, quelqu'un qui arrive à 23 ans, avec en plus beaucoup de chance quand même à Miami, il ne faut pas l'oublier. Non. Par contre, que ce soit quelqu'un qui peut rester dans le top 100 dans les 4-5 prochaines années, je pense que oui. Ça, je D'accord. pense que oui. Voilà mon point de vue sur Serrando. Après, je n'ai pas terminé avec mes stats sur lui. Ah, ça me rassure. Excuse. Parce que lui, avec lui, on est parti. En plus, il y a encore un autre aspect chez lui qui est super intéressant qu'on peut aborder à la fin. Mais c'est vraiment dans la stat un joueur, et tu vois, c'est pour ça ce qui me fait dire que je le sens limité, c'est que la stat, il domine en coup droit, mais avec tous les autres coups, ses stats ne sont pas exceptionnelles.
service, retour, revers et volée. Donc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, qui fait plus de fautes que la moyenne en termes déjà de double faute, faute en retour, faute en revers. Faute en retour, faute en revers, il lui manque la facette cadence. Cadence, c'est-à-dire capacité de prendre la balle tôt avec constance et agressivité. Il ne l'a pas. Typiquement, comme beaucoup de joueurs de terre battue, parce qu'ils ont eu l'habitude d'évoluer plus loin de la ligne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est exceptionnel en cadence. Okay. C'est quelqu'un qui peut surprendre avec son premier service, mais qui fait encore beaucoup de doubles fautes. Et comme beaucoup d'Argentins, c'est quelqu'un qui n'a pas énormément développé son jeu à la volée. Donc, on est sur un one-shot man, tu vois, un mec qui est sur un coup. Tu prends du Alcaraz, tu prends des top joueurs, on n'est pas sur un coup, on est sur 2, voire 3 forces. Et là, on est vraiment clairement sur une en ce moment. Après, la dernière, je termine là-dessus. Le projet Cerundolo, c'est des projets bien structurés dès le départ. Son père était pro. D'ailleurs, le père d'Alcaraz, si je ne me trompe pas, était aussi pro. C'est-à-dire que c'est une famille du tennis, la famille Cerundolo, parce que Jean-Manuel, c'est son frère qui a gagné le premier tournoi 250 l'année passée, donc la semaine avant que lui fasse finale à Buenos Aires, à Cordoba. Le père était pro, la mère était pro, si je ne me trompe pas. Et la sœur, ils ont aussi une sœur qui fait partie du hockey, qui est l'équipe nationale de hockey sur gazon, je crois que c'est comme ça. T'es quand même bien renseigné, mon Fab. Ouais, j'ai été voir un podcast du père, parce que moi, en plus, le père, j'étais dans son club quand je m'entraînais au tennis. Quand j'essayais de m'entraîner au tennis, j'étais parti en Argentine, j'ai fait beaucoup de clubs. Et dans un des clubs où je me rappelle que c'était lui, c'était le père Cerundolo qui était le gérant du club. Et moi, quand on m'a dit que c'était lui, je me dis, putain, mais je le connais. Et puis après. Il est passé. Qui l'a interviewé? Quel podcast? C'est un podcast en espagnol, c'est un journaliste argentin qui. Mais le fan, mais. Allo espagnol, hein. T'es capable d'écouter des podcasts en polonais, j'imagine aussi. Non, là, on reste espagnol, anglais, français. Et j'ai trouvé intéressant et j'ai trouvé l'humilité du père et quelqu'un de bien. Qui sait mener sa marque, bon gérant. Et ça, tu vois, ça, c'est la force des Cerundolo, je pense, parce que c'est des projets bien ficelés. Donc, à l'intérieur d'un projet bien ficelé, je crois en l'amélioration constante de tout. C'est-à-dire qu'à Cerundolo, je te dis en ce moment, il y a des points faibles qui, je pense, il peut gommer. Après, est-ce qu'ils auront l'ouverture d'esprit pour prendre des tierces personnes à l'intérieur du projet pour le faire améliorer dans tous les facteurs? Ça, j'en suis moins sûr parce que la mentalité argentine n'est pas encore ou n'est pas ainsi. La mentalité argentine, c'est un petit peu, pour le moment, on a encore un coach. Un truc, c'est pas une vraie équipe autour du joueur, c'est pas des joueurs qui investissent énormément dans la stats et dans d'autres choses. C'est-à-dire, s'ils investissent pas dans la stats, c'est qu'ils investissent peut-être pas dans le nutritionniste. Donc, à voir par rapport à tout ça. Donc, je trouve un projet bien ficelé, mais avec 2-3 paramètres qui n'aspirent pas pour moi à du beaucoup plus haut que 50e. Après, peut-être, je peux me tromper. Je me suis trompé sur. D'ailleurs, là, je me suis trompé sur Cressy. On a parlé de Cressy en plus ensemble. Honnêtement, moi, je te le mettais limite avec une possibilité d'être top 20. Il n'a pas regagné un match depuis la tournée Australie, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe avec Maxime? Il est dans le trou, quoi. C'est ça. Donc, pour te dire, on ne sait pas. Il peut se passer tellement de choses qui n'auront rien à voir avec le tennis que des fois, nos prédictions, elles sont complètement fausses, puis des fois, elles sont vraies. Mais voilà, mon point de vue, c'est que Cerundolo sera peut-être en top 100 quelques années, beaucoup plus haut. Allez, pourquoi pas top 20 grâce à une saison sur terre battue, mais je ne le vois pas dans un top 10. Okay. En tout cas, c'est fort. Son frère a 20 ans. Ouais. Aux portes du top 100, il a déjà fait une pointe à la 79e place. Exactement. Ouais, il a été blessé cette année. Par contre, tu vois son frère, pour aussi faire une parenthèse, parce que les gens commencent aussi à connaître Juan Manuel, lui, c'est le prototype de gaucher joueur de terre battue. D'accord. C'est-à-dire, il fait des rondelles. Albert Ramos, plus jeune, quoi. C'est un Albert Ramos avec encore moins de Albert Ramos, franchement, tu l'as bien résumé. C'est vraiment le joueur qui ressemble le plus. Vraiment prototype de terre, avec un service très limité pour le moment. Et tu dis là aussi, où peut aller cette filière? Il peut bien jouer sur terre, mais si tu veux être bon sur une saison sur la TP Tour, tu peux être bon sur terre, ça peut te faire 60% de tes points, mais au bout d'un moment, tu dois devoir gagner des matchs à l'US, des matchs à l'Open d'Australie, des matchs à Miami, Indian Wells. Et là, si chaque année, tu es moins bon sur dur, tu seras limité peut-être à une 30e place au lieu d'un top 10, quoi. Ouais. Et Juan Manuel, il est plus jeune, donc il a une marge de progression peut-être qu'on pourrait dire plus grande. Mais là, il ne me donne pas spécialement bon espoir d'aller non plus haut. Peut-être que je me trompe une fois de plus parce que le projet familial est très fort.
Mais par contre, tu vois, moi, l'Argentin, lequel je crois le plus, c'est Sébastien Baez. Parce que pour moi, il a un jeu qui peut s'adapter aussi au dur. Il me fait penser à un Schwartzmann. Schwartzmann qui a été top 10 en jouant très bien sur dur. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Voilà mon point de vue argentin. Attends, je regarde rapido Sébastien Baez, ce que ça raconte. Ouais, il a fait des bons résultats sur dur. En plus, j'ai pas tout suivi ces derniers temps, mais Ça me fera du montage à couper. Tac, tac. Sébastien Baez, Miami. Ouais, ça perd au début du tournoi. non, mais il a fait des bons résultats. Je crois Indian Wells, il passe en deux tours, mais je suis vraiment pas sûr. 66e, 21 ans. Ok. Droitier, revers à deux mains, Buenos Aires. 1,70 m, un petit gabarit. Ouais, ouais. Et puis peut-être ils le mettent plus grand que la réalité aussi, comme certains joueurs. Donc Tu mesures combien, toi, femme? 1,80 m. Oh, mais quel esthète. Je suis vraiment grand, quoi. Par rapport à toi, je suis grand. T'es vraiment une machine. Une machine d'1,80 m, c'est hallucinant. Et tu la grattes, toi, un peu la balle? Tu la fais tourner comme Carlos ou pas? Ouais, je suis plutôt. Non, non, comme Carlos, pas du tout. Mais je suis plutôt remiseur puncher. Donc, je la fais tourner, mais peut-être maintenant un petit peu trop par rapport à mon âge. Comme que je commence à aller sur des trajectoires un peu plus à plat parce qu'elle avance plus, tu vois. J'ai plus l'élasticité de mes 20 ans, mon pote, hein. C'est Ça joue terminé, ça. plus un gramme, l'Asbar. Ouais, ouais, moins, quoi, évidemment, hein. Puis je joue moins, donc bref. Bon, Voilà. passons à la nouvelle Queen qui remplace Ashley Barty avec brio, faut le dire, Ouais, qui avec brio. s'est envoyé un doublé. Iga Swiatek, nouvelle numéro 1 mondiale avec panache de 20 ans. Mhm. C'est On est incroyable. parti, elle est partie pour écraser le tennis féminin, tu penses ou pas? Alors, oui, d'un côté, je pensais que oui. J'ai eu deux, trois échos, peut-être une certaine friabilité mentale. J'ai eu des D'accord. échos du tour, hein, c'est même pas les miens. Ouais. Et au début, moi, j'aurais pensé que oui, puis après, ça m'a remis un peu en question. Elle a quand même deux psychologues qui la suivent, Ah, quand même. je crois, d'après ce qu'on m'a dit aussi. Et Donc, ce que tu disais juste avant, c'est ceux qui investissent pas forcément sur eux, tu disais sur la stat, donc peut-être pas ouais, elle avait forcément leur investi sur structure. la stat. Elle, non seulement elle investit dans la prépa mentale, mais elle n'a pas un psychologue, elle en a deux, quoi. Je Tout en crois, mais plus. attends, une fois de plus, mets des parenthèses par rapport à ce que je dis. Ça, c'est, voilà, moi, je préfère parler où je suis sûr de stats. Le reste, des fois, c'est ce que j'entends et je ne m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, j'ai entendu des échos par rapport à ça. Donc, ça veut dire qu'elle a peut-être une fragilité qu'on ne voit pas, mais qu'elle travaille. Donc, elle a cette mentalité d'investissement qui est vachement intéressante que pas tout le monde a. Tu as des gens fragiles mentalement, mais qui ne veulent juste pas investir 1 franc pour s'améliorer, 1 franc, 1 euro pour Un s'améliorer. franc suisse. Eh ouais, non, non, enfin, tu vois quoi. Et puis, donc, elle a cette mindset. Donc, mais malgré tout, je reste assez positif comme quoi elle peut dominer la WTA et que c'est vraiment que Barty part, mais on a une fille qui est monstrueuse. Tu as vu la moyenne de jeux qu'elle perd à Miami? Je crois qu'elle perd en moyenne 4,5 jeux par match, un truc comme ça. C'est hallucinant, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur elle d'un point de vue stat? Voilà, donc d'un point de vue profil de jeu. Donc, Swiatek, c'est un rouleau compresseur. C'est une cadence punch. Cadence, joueuse en cadence, plus puncheuse en même temps. Ça veut dire, en termes de stats, que je fais plus de points en retour, en coup droit, en revers. Et en plus, à ça, elle rajoute une. Attends, laisse-moi juste relire mes petites notes. Ouais, en plus, à ça, elle rajoute moins de fautes directes en retour et en coup droit. Donc, je refais le tableau. Ça met plus de points partout chez les adversaires avec coup droit revers parce que ça prend la balle tôt et ça peut accélérer la balle des deux côtés. Et en plus, il y a un peu ce double avantage, comme on avait déjà parlé, en coup droit avec aussi moins de fautes directes et en retour. Donc, je juste maintenant dissocier le côté cadence du côté punch chez Swiatek. Donc, cadence, retour, plus revers. Donc là, elle domine vraiment ses adversaires parce qu'elle gagne plus de points qu'elle. En revers, elle fait le même nombre de fautes directes, si tu veux. C'est pas le double avantage. C'est vraiment, ça veut dire, je prends la balle tôt et j'envoie des lattes autant en retour qu'en revers. C'est une pression qui commence dès le premier échange avec Swiatek. Dès son retour et son service plus 1, ça envoie. Et après, le côté punch, on le retrouve plus en coup droit avec plus de rotation dans la balle.
Ok. Elle a une prise très fermée. Et c'est ce qui donne aussi une statistique, plus de points, moins de fautes en coup droit que les adversaires. Parce que c'est le côté puncher, il y a aussi un peu de remise dans son punch. Mais, mais bon, comme je t'ai dit, c'est vraiment un rouleau compresseur des deux côtés. Elle donne très peu de temps à ses adversaires. Elle prend la balle tôt. Elle est agressive et physiquement, elle est comme assez impressionnante. Et quand on voit la finale qu'elle a fait contre Osaka, Osaka elle jouait son niveau, ou elle était proche de son niveau, Ouais. vu ce qu'elle a fait sur le tournoi, et motivée. Donc, tu n'as pas une excuse. Elle l'a juste écrasé comme elle a écrasé tout le monde. Ça, c'est un fait. Donc, si elle continue comme ça, bah, imagine en plus quand elle avait gagné Roland, elle avait écrasé tout le monde aussi. Et puis elle avait battu, je crois, je me rappelle Alep, elle avait battu des bonnes joueuses. Bah, sans perdre un Alors set, là, ouais. À 19 ans. putain, Première si elle joueuse. continue comme ça sur sa saison, si elle explose pas mentalement, on va dire, parce que là c'est là que j'avais mes petits doutes, ça peut être monstrueux sur du moyen long terme, ça. Et ton avis très rapidement sur le départ de Ashley Barty et la survie, entre guillemets, du tennis féminin Ah, qui est pas si flamboyant que ça dernièrement? beaucoup de gens sont tristes. Après, moi, j'ai mon point de vue personnel par rapport à Ashley Barty. Pour moi, c'était quelqu'un, ça reste mon point de vue personnel, hein. Pour moi, c'est une personne qui n'aimait pas le tennis à ce point. D'accord. Je pense que c'est mon point de vue, sa motivation intrinsèque était moins forte que la moyenne. Et elle était tellement surdouée que tu es pris entre deux trucs. C'est mon point de vue. Hein. Tu es pris entre j'aime pas à ce point le tennis, mais je suis tellement fort que je peux pas passer à côté de faire une carrière. Et moi, je me rappelle, je coachais une fille qui était dans les top 200, top 300, et on a été faire une tournée en Australie, et il y avait Ashley Barty qui avait 15 ans. D'accord. Et je l'ai vue s'entraîner, elle avait 15 ans. Et le premier truc que je me suis dit, ça c'est la wildcard australienne, faites que ma joueuse ne la joue pas. Tu nous avais raconté, ouais. Ouais, eh ben, je te la redis, parce que c'est toujours ça. Et puis, c'était impressionnant, le niveau de jeu. À 15 ans, elle jouait top 100, quoi, grosso modo. Elle a reçu des wildcards partout, elle a été propulsée très haut, ce qui a fait le premier burn-out quand elle va sur le cricket. Ouais. Après, elle revient plus forte avec un objectif, je pense. Et après, elle le dit aussi dans une interview, c'était gagner Wimbledon. Derrière, elle gagne l'Open d'Australie, elle est 1. Je pense qu'elle a poussé son corps au maximum ou au maximum de ses envies, je dirais. Et là, elle prend la décision de se dire, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai pu prouver mon potentiel et je pars. Moi, en tout cas, j'ai ressenti comme ça très fort. Ok. J'ai ressenti vraiment que c'était vraiment, il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus de jus dans le moteur. Et c'est les rêves. Et ça m'a fait me remettre en question, de dire, est-ce qu'elle avait vraiment envie de tout ça ou est-ce qu'elle n'a pas subi d'une certaine manière son talent. Donc après, beaucoup de gens trouveront que c'est dommage, mais le plus important, c'est qu'elle s'accomplisse, comme elle le dit beaucoup, en tant que femme, en tant qu'être humain, et Mm. que finalement, le tennis, franchement, elle a donné à beaucoup de gens ce qu'ils avaient envie d'elle. Donc, elle pouvait partir la tête haute aussi et se consacrer à autre chose. Et moi, elle m'a aussi donné l'impression que c'était une fille très famille. Tu sais, les Australiens, il ne faut pas oublier une chose. C'est que l'Australie, c'est loin de la majorité des tournois. Ouais. C'est que tu vois, le Français, le Français, il prend le train, il va en Italie, il va en machin, il prend l'avion, il prend EasyJet, il est partout, il perd son match, le lendemain, il rentre à la maison. Le Suisse aussi, hein, on est en cœur de l'Europe, à part si tu es sur des tournées aux États-Unis, machin. L'Australien, à part le début d'année, putain, tu es à 6 000, 10 000, 20 000 kilomètres de chez toi, non-stop. Et c'est une des raisons qui explique que tu as aussi peut-être moins d'Australiens qui arrivent au plus haut niveau parce que c'est dur, quoi. Ouais. Tu es loin de chez toi, quoi. Et Ouais. puis je pense qu'elle, il y avait aussi un manque de sa famille, de tout ça, de ses proches, qu'elle se dit, allez, qui je pars en tournée européenne, et tu pars pendant 3 mois. Tu pars de avril à la fin de Wimbledon. Tu penses qu'elle va revenir d'ici 3 ans ou pas? Si elle revient, Ouais. allez, j'ai envie de dire non. Ah Après, ouais. tu sais jamais. Après, tu sais jamais. Peut-être revenir sur un ou deux matchs, sur un double, sur un Open d'Australie où elle reçoit une wildcard, où elle veut se mettre un challenge. Pourquoi pas revenir à fond pour de nouveau essayer de devenir numéro 1 et gagner des grands chelems? Je dirais non. Mais voilà, une fois de plus, les En, prédictions, il peut se passer tellement de trucs dans une vie. en parlant de ça, Clijsters, on sait où elle en est ou pas? Ah non, je sais pas, j'ai pas suivi alors. Je sais qu'elle était revenue, mais bon, après, c'était Ok. marrant ça aussi. Une stat à retenir sur notre ami Iga Bulldozer. Ouais, alors une stat, voilà. Euh, et axe d'amélioration aussi, je sais pas si tu nous as dit. déjà, ouais, il y a deux coups moyens.
chez moyen. Hein. Dans la moyenne, c'est le ratio D, c'est de service gagnant de Swiatek, qui est dans la moyenne, qui n'est pas en dessous ni en dessus, moyenne, et son nombre de points gagnés à la volée. Donc ça, elle a 2 coups moyens, si tu veux, et 3 coups exceptionnels. C'est ça, en fait, le profil de... On avait aussi, tu vois, c'est marrant, quand tu prends les top joueurs, je t'ai parlé avant par rapport à Cerundolo et la comparaison avec Alcaraz et puis Swiatek. Alcaraz, 3 bons coups, 2 coups moyens. Swiatek, 3 bons coups, 2 coups moyens. Et puis Cerundolo était sur un bon coup, 4 coups en dessous de la moyenne. Grosso, ou juste dans la moyenne pour peut-être un. Donc voilà, on parle d'un top joueur, ça a 2 voire 3 armes. Et ça, Swiatek est complètement dans cette filière. Sacré gars. Je sais qu'il y avait encore un truc à dire, mais je me rappelle plus. Ça te reviendra, c'est la vieillesse. C'est clair. En tout cas, on sentait le papa qui parlait quand tu disais le principal, c'est qu'Ashley s'accomplisse en tant que femme. C'est quand même. Oui, j'avais un autre truc par rapport à Swiatek. Voilà. Quand tu veux. Non, et puis le papa, non, mais après, puis attends, après, sans être méchant, après, si elle part du circuit, bah, si moi je travaille avec des joueuses WTA, directement, elle est dure à battre, quoi. Je veux dire, on ne l'a pas forcée de partir, elle part, il faut voir les points positifs, qu'elle va être plus heureuse et que pour certaines personnes, c'est mieux. Oui, hein elle n'était pas du tout branchée stats. Non, je crois qu'elle avait un mec de la Stats en Australie. Donc, elle utilisait un peu, tu vois, avec une philosophie d'optimiser tout ce qu'elle avait. Donc, non, mais voilà. Donc, après, dernier truc sur Swiatek, c'est quand on fait une prépa de match contre Swiatek, elle a des stats en règle générale qui sont tellement bonnes que je suis obligé de m'inspirer de ses stats quand elle perd des matchs. Ouais. Tellement qu'elle est, pour dire statistiquement, elle est tellement haute partout que je suis obligé de prendre des stats d'elle quand elle perd ses matchs pour voir où c'est qu'il y a une lacune, où c'est qu'il y a un trou, voilà, quelque chose où on peut s'enfiler, essayer de grignoter des points. C'est-à-dire, voilà, une fois de plus, niveau statistique, elle est très, très haute. Et c'est pareil, comment tu prépares un match quand un de tes joueurs joue Alcaraz? À Alcaraz, il y a encore 2-3 points, il y a encore 2-3 points d'amélioration. Tu disais retour service. Peut-être il y a des zones en retour, tu vois. Et peut-être encore, on peut trouver, tu vois, quand il perd Nadal à Indian Wells, bon, je ne sais pas si tu as vu le match, il y avait un vent. Ils avaient une tornade. Non, mais j'ai jamais vu un match avec autant de vent, donc il faut le prendre des parenthèses, ce match. Mais il a montré encore certaines lacunes malgré tout en revers, même si en règle générale, c'est son point fort. Il y a encore 2-3 améliorations. Chez Swiatek, par rapport au niveau féminin, il y a très très peu de marge. Elle commence en plus à servir de mieux en mieux. Elle a limite mieux servi qu'Osaka sur la finale de Miami. Alors qu'Osaka, c'est son point fort numéro 1. Non. Donc c'est dur. Mais on peut trouver d'autres bilans, d'autres manières de trouver. Il y a plusieurs voies. Quoi. C'est pour ça que je te dis, dans une prépa de match, c'est jamais une voie. Il y en a plusieurs. Et des joueuses comme Swiatek me demandent d'explorer d'autres choses pour essayer de trouver des points. Quoi. Parce que sinon, je te dis, elle a un meilleur revers que toi, elle a un meilleur coup droit que toi, elle a un meilleur retour, elle a tout mieux que toi. Bah, tu peux aller te faire foutre, quoi, finalement. Tu n'as aucune chance, tu peux juste rentrer. Non, tu peux pas, tu dois toujours trouver une voie. Ouais. Et pour ça, je dois manier les stats de manière différente pour ouvrir quelque chose. Peut-être dans cette stratégie, on a une chance supplémentaire, mais elle est très, très dure. Regarde, 4,5 jeux perdus en moyenne sur un tournoi, autant te dire tout de suite qu'elle va être dure à jouer pour mes clientes dans les mois à venir. Je sais pas, c'est pas dénigrer mes clients, de loin pas, mais elle propose un truc super élevé. Pour petite anecdote pour illustrer les petites touches que tu peux apporter qui peuvent faire la différence. J'ai tourné 2 épisodes de J'irai jouer avec ce week-end à Paris et j'ai croisé un de tes clients que les personnes qui suivent nos contenus depuis le début reconnaîtront, un joueur de double français très connu qui a eu une très belle carrière en simple aussi, me disait j'écoute vos contenus avec l'Asbar. C'est d'ailleurs l'auteur de ton surnom. C'est lui, c'est Nico, c'est le... S'il nous écoute, on lui fait un bisou. Et il me disait clairement, je suis fan de bosser avec Fabrice parce qu'il va m'apporter ce petit plus qui va nous faire gagner 2-3 points en match en plus. Et sur le double, ça peut aller tellement vite. Il me disait, moi, je veux plus m'en passer. Et arrête, t'exagères ton jeu. Ah, je te jure que non, Fab.
Il m'a dit Merci ça. Nico, il me le dira pas, il me l'a pas spécialement dit en face, mais là, merci Nico. Ouais, il me disait Ça fait vraiment, plaisir, hein. ça fait une énorme diff. Et, euh, et voilà, c'est ces fameux axes dont tu parles qui, sur des Ferrari comme ça, à la fin du match, peuvent faire basculer, quoi. Clairement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes d'ailleurs qui utilisent des personnes dans des gens, des experts dans la statistique comme moi. C'est quelque chose qui va devenir dans les 3 prochaines années complètement commun et normal. Et on devra se démarquer, nous, en tant qu'experts data, différents, en anticipant des nouveaux problèmes. Et c'est exactement ce que je fais en ce moment avec mon équipe autour de moi qui s'agrandit, avec un data scientist, Damien. Il se reconnaîtra avec un autre analyste qui vient rejoindre mon équipe, Lionel, et quelqu'un d'autre qui s'occupe aussi au niveau marketing et le site, Guillaume. Donc Yes. voilà, on anticipe la suite, que comme quoi il y aura de plus en plus de personnes avec la stats parce que c'est prouvé maintenant qu'il y a une différence de ceux qui travaillent avec la stats des autres, c'est prouvé. C'est pas que moi, c'est d'autres personnes. Et j'ai fait une recherche par rapport à mes propres résultats et j'ai pu me prouver que les résultats de mes clients étaient supérieurs d'un certain pourcentage euh, par la stats, quoi. Donc Yes. ça va venir. Alors, on va conclure avec Tyler Taylor. Lafritte et tu pourras nous parler justement de ton site internet à nouveau. Je pense qu'on aurait peut-être dû commencer par Tyler pour terminer par Carlos parce que Ben, les gens vont quitter peut-être avant, mais ça aurait les été. vrais assidus, ils auront Ouais, quand même envie de savoir ce qu'ils ont fait. Parce que Fritz, c'est quand même une sacrée révélation c'est une du sacrée début de révélation, l'année. mais c'est ça qui est fou et qui est un peu triste dans notre monde de consommation, c'est qu'India l'Ouest nous paraît déjà loin finalement. Oui, Euh, ouais. Et puis c'est pas sur terre battue qu'on va vraiment entendre parler de Fritz. Donc il va passer un peu aux oubliettes jusqu'à la saison américaine en août. Après, sur gazon, il peut faire des très bons résultats. Et puis tout dépend, il peut même peut-être même bien jouer sur terre, mais je ne le vois pas aller à ce point loin dans tous les Master 1000 sur terre, malgré tout, hein. ouais. Donc Taylor Fritz. Tyler? Alors lui, Taylor, c'est ce que j'appelle un cadence serveur. Ça joue en cadence, proche de la ligne, ça met du rythme en coup droit, en revers, en retour, et derrière, ça sert bien. C'est-à-dire qu'en gros, quand la première balle de Fritz passe, c'est 40% d'essai de service gagnant. Donc c'est quasi une fois sur deux quand sa première balle passe, c'est point gratuit. Et derrière, le mec te met une pression en coup droit revers. Par contre, Fritz a des stats. J'ai vraiment pas mal de Fritz. Pas mal de Fritz. Pas mal. T'es frité avec frites? Ouais, non, pas encore. C'est un bon gars, hein, mais pas mal de stats de Fritz de cette année. Donc, j'ai été maté pas mal pour ce podcast. J'ai été maté des matchs d'Indian Wells. Quand il va faire Nadal en finale, Nadal était diminué, évidemment, mais ça reste une belle victoire pour lui. Sa victoire face à Roublev et d'autres matchs du début d'année que j'avais et de fin d'année d'Indian Wells. Parce que l'année passée, Indian Wells, c'était en octobre. Donc, j'ai vraiment pas mal de stats récentes sur lui et j'ai trouvé des trucs vachement intéressants par rapport à son jeu en cadence. En fait, D'accord. la définition du jeu en cadence, c'est je fais plus de points et plus de fautes que mes adversaires en coup droit et en revers. Je mets du rythme, je suis quelqu'un de très actif, très agressif, coup droit, revers, retour, mais avec plus de points, plus de fautes. Là, c'est la définition du jeu en cadence. Fritz reste un joueur en cadence, mais ses stats sont vraiment différentes. Si tu veux, Fritz, c'est un joueur qui prend son avantage en faisant moins de fautes que ses adversaires en revers et en coup droit. Ça va peut-être te faire tilt, parce qu'on avait déjà parlé dans un de nos podcasts d'un autre joueur comme ça, et je vais en rajouter encore un troisième. Ça veut dire que tu as des joueurs qui jouent en rythme et qui font péter l'autre avant lui. C'est-à-dire qu'il va tenir son rythme plus longtemps que toi, plutôt que son rythme va faire plus de points que toi. Tu vois la différence? Ouais. Et ça, c'est typiquement les mecs qui deviennent des experts de la diagonale. Il y a Dimitri Tursunov. Non, donc là, c'était vachement agressif, service coup droit. Et puis revers. Lui, c'était cadence, service, mais avec vraiment plus de points, plus de Ah fautes. oui, oui, Go Soeda. Arrête. Go Soeda, c'est un cadence remise. Très... Lee, Encore. Lee Yun Talk. Lee Non plus? Yun-Tong. Ouais, tu te souviens pas? Yun Taek Lee? Ah là, Yun Taek Lee. Puncher à plat. Bref, attends. Alors, les joueurs qu'on a vus, alors déjà, il faut savoir que 70% des balles de Fritz sont jouées dans la diagonale, coup droit, revers. Pourquoi? Filet plus bas, distance plus longue. Qui veut dire que tu vois, sa stratégie, c'est de mettre
un maximum d'intensité où c'est un tennis pourcentage si tu veux. C'est où le filet est le plus bas, où il y a le plus de longueur, je vais mettre ma cadence dans les diagonales pour que mon adversaire, consciemment ou inconsciemment, rate avant moi. Et les stats sont clairs par rapport à ça. Il fait 30% de fautes directes en moins que ses adversaires en coup droit revers. Et ça, c'est exactement pour le même nombre de points. Le nombre de points, il est plus ou moins le même. Par contre, il prend son avantage en faisant moins de fautes. Et il y avait 2 joueurs qui avaient ce type de stats. 2. Est-ce que tu t'en Hein? rappelles? Deux Non, au mais passé. sans déconner, pas Au Young passé, du Taiki. coup? Hein? Au passé. Non, non, non. Un qui vient d'arrêter, je te donne un grand indice. Et puis un autre qui était très bon et qui ne confirme pas. Très bon à Paris-Bercy. L'autre qui vient d'arrêter à Buenos Aires. Est-ce que ça te donne des pistes? Ah bah, Jean-Martin, oui. Ouais, complètement. Jean-Martin de Batreau, même stats. Et l'autre qui a été très bon à Krajinovic? Paris-Bercy, il y a quelques années, il l'a gagné. Et d'ailleurs, il n'a Ah, jamais vraiment confirmé. Nikolai Kachanov. Davydenko? Kachanov? Kachanov. Ah, Karen. Mais Karen, qu'est-ce qui se passe chez Karen? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Mais tu vois, eux, c'était des joueurs qui avaient vraiment Fritz, Kachanov, Del Potro. On est dans la même filière. Je joue beaucoup en diago. Je mets une pression de malade, mais je prends un avantage en faisant moins de fautes directes. Et ça, je trouve super intéressant comme cadence. Tu as vraiment ces 2 profils de cadence maintenant, mais celui-là, il est beaucoup plus rare. Donc, si tu veux, c'est vraiment un tennis pourcentage et on en revient dans les fondamentaux tactiques, jouer à diagonale. Mais lui joue à diagonale en rythme et il fait péter ses adversaires. Et ça, j'ai trouvé super intéressant parce que 70% des balles jouées croisées, c'est plus haut que la moyenne, spécialement au coup droit. Reverse, Tyler. ça arrive. Tyler, beau bébé, hein, 1m96, 24 ans, Ouais. 13e mondial, meilleur classement cette semaine. Et il va être top 10, logiquement. Et je pense qu'il va arriver top 10. Ouais. Euh, et par contre, maintenant, un autre truc par rapport à Fritz, c'est que voilà, Fritz, franchement, c'est pas, ça fait un moment qu'il est sur le tour. Il a été, si je me trompe pas, il a été numéro 1 mondial junior. Il est arrivé très vite dans le top 100. Après, il a pas mal stagné. Beaucoup de choses expliquent qu'il stagne et beaucoup de choses expliquent qu'il est remonté. En tout cas, de mon point de vue. Déjà, l'aspect statistique, celui qu'on ne peut pas spécialement me contredire parce que c'est des faits. Et après, l'aspect plus humain où je vois aussi pourquoi il a évolué. Ok. Alors, l'aspect statistique, il a vraiment amélioré son coup droit. Le coup droit était un point faible chez lui. Il faisait peu de points. C'est que c'était un coup droit en cadence, mais qui ne faisait pas de points. Donc, il a augmenté à peu près de 30% son ratio de points pour le mettre au même nombre que celui de son adversaire. Et le deuxième point qu'il a amélioré, c'est son jeu à la volée. Fritz, pour moi, quand il est arrivé dans le top 100, c'était mon top 3 des moins bons jeux à la volée. C'est-à-dire qu'il montait peu et quand il montait, il n'était pas bon. Ça, c'était vraiment la double stats négative. Je monte peu. Parce que tu as des mecs qui montent peu à la volée, mais quand ils montent, ils gagnent beaucoup de points. Parce qu'ils montent que pour finir. Et Ouais. lui, il montait peu et il gagnait peu de points. Et la volée, et il y avait beaucoup de fautes à la volée. Donc, il a amélioré son jeu à la volée. Il a amélioré son coup droit. C'est vraiment la grande différence statistique entre le Fritz avant 2021, parce que c'est à partir de fin 2021 qu'il commence à super bien jouer, et le Fritz d'avant. Non, le Fritz avant 2021 est depuis Indian Wells 2021, Indian Wells 2022. Donc ça, c'est des grandes différences. Après, au niveau humain, il y a eu beaucoup de changements dans la vie de Fritz. Ah, Fritz, c'était un des plus jeunes pères sur le tour. Il a eu son premier enfant, il devait avoir 20 ans. Alors peut-être 19, peut-être 21, mais il a eu un enfant tout de suite. Donc, le gamin de Fritz, il a genre 18 ans. Non, mais je déconne. Mais merci Fab. peut-être maintenant, il a déjà 6, 7 ans. Il faudrait vérifier. Mais, et ça, c'est clair que quand tu deviens père, tu peux pas. Il y a pas mal de joueurs qui, quand ils sont devenus pères, leur carrière n'a pas été la même. Leighton Hewitt, ça n'a pas été, même s'il est revenu après coup, un autre, Lucas Russell, je l'ai vu dès qu'il a été père, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. C'est un aspect, si c'est géré, en plus, il n'est plus avec la mère. Ouais. Donc, tu vois, ça fait 2 trucs. Ça, euh, on oublie souvent, les gens oublient souvent que ce n'est pas des robots, c'est des êtres humains. Et quand tu as des changements aussi grands que de devenir père, que de te séparer, évidemment que ça va affecter ta carrière. Donc ça, c'est un des premiers points auquel je crois pourquoi il n'est pas monté plus vite. Parce qu'il a quand même stagné. Il a été pendant 4-5 ans entre 60 et 30 ou 40, quelque chose comme ça. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on revient dans l'investissement. C'est quelqu'un qui sait qu'il a pris dans son équipe, Paul Mardy Fish. Anacone. Non, Paul Anacone.
Ouais. qui était l'ancien coach de Pete Sampras et d'autres personnes, même qui a fait aussi quelques années avec Federer, si je ne me trompe pas. Donc, on est là dans quelqu'un qui est investi pour avoir une qualité supérieure. En plus, il a Michael Russell, qui est un ancien joueur du Tour, qui j'ai l'impression, est un excellent coach. Ouais. Pas, pour moi, pas tous les joueurs, pour moi, deviennent des excellents coachs, mais lui me donne cette impression. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille, je crois, si je ne me trompe pas, aussi avec la Stats aux États-Unis. C'est quelqu'un qui vient optimiser en ce moment tous les détails, qui vient investir de l'argent. Beaucoup de joueurs n'investissent pas d'argent. Et le mec, il commence à investir beaucoup d'argent, et même beaucoup, parce que je pense que le Planacon n'est pas gratuit. Et, et du coup, ça paye. Et maintenant, il vient de se faire quoi 1,2 million. Donc, tu vois, je crois que c'est 1,2 million quand tu gagnes une Gain Wealth. Donc, l'investissement peut payer. Mais il est dans cette recherche d'amélioration constante. Et ça, on parle de mindset. Les joueurs qui rentrent dans ce mindset, souvent la stats rentre avec eux, parce que la stats rentre complètement dans un mindset de développement, hein, pas dans un mindset fixe, dont tout est inné, tout vient du ciel. C'est je veux constamment m'améliorer et tout est bon à prendre, la bioméca, la nutrition, le truc. Et c'est géré par des gens intelligents, comme là je vais reprendre l'exemple de Gilles Servara, qui sont des très très bons pilotes d'avion ou qui pilotent tous les gens autour. Et Ouais. ça, c'est vraiment la nouvelle dynamique. Il faut le joueur qui a envie d'investir et envie de se développer constamment avec une équipe solide, bien gérée, avec un Paul Anacon qui arrive avec l'expérience, je pense un Michael Russell, la personne de confiance. Et là-dedans, ça rajoute de la stats, peut-être de la nutrition, X, Y, Z, plein de choses dedans. Et ça, c'est le combo en ce moment qui fait les meilleurs résultats. Et nous, qu'est-ce qu'on aime? C'est les combos gagnants, Fabrice. Pour des combos, non, mais pour dire, le coaching, tu ne peux plus comparer un coach des années 2000, 2010, 2000, 90, 80 à maintenant. On a interviewé pas mal, c'est nous, on fait aussi des petites interviews avec des anciens top 10, et Ouais. on a interviewé pas mal de mecs des années 80, mais ils étaient à des années-lumière en termes d'entraînement par rapport en termes de coaching, d'équipe. Limite, ils partaient en groupe, certains. Un mec, il m'a dit, j'ai eu mon premier coach quand j'étais top 10. Ah ouais, Tu te incroyable. rends compte? Non, mais là, on parle d'un mec qui a été top 10 dans les années 80, un joueur suédois. Il Ouais. m'a dit, mon premier coach attitré, je l'ai eu quand j'étais top 10. Stefan Edberg a fait toute sa carrière quasi avec un coach. Là, maintenant, le mouvement actuel, c'est un coach qui gère beaucoup d'éléments, beaucoup d'experts. Yes. C'est ça, Gilles Servara, pour moi, c'est clairement l'exemple du coach moderne des années 2020, fin d'année 2020, ouais. Ouais, ouais, Fin ouais. d'année Une 2010. sorte de, comme tu disais, de pilote, de maître d'œuvre, Ouais, exactement, chef de d'orchestre. chef d'orchestre. Ouais. Voilà, non mais c'est ça. Maintenant, un bon coach, c'est un chef d'orchestre. Écoute, il ne faut pas se voiler la face. Et maintenant, les coachs aussi deviennent beaucoup plus humbles. Il y a tellement d'expertise physique, statistique, nutrition, biomécanique, que le coach, tu ne peux plus arriver et puis dire, putain, hé mec, moi je maîtrise tout. Ouais. Ah, waouh, non mais franchement, tu as des mecs qui ont fait l'uni, qui ont fait un doctorat en fitness, en machin. Tu ne peux plus arriver en tant que coach et dire, je maîtrise tous les éléments. Je les comprends, mais maintenant, j'ai des experts qui m'aident à être meilleur. Et moi, c'est moi qui ai le discours, le dialogue avec le joueur, la personne de confiance. Et maintenant, ça, c'est vraiment ce type de dynamique qui fonctionne le mieux. Et c'est ce qui fait que la stat et mon travail est de plus en plus accepté. Parce qu'on est sur des coachs humbles, chefs d'orchestre, qui ont une équipe autour d'eux, qui gèrent très bien. C'est ça les meilleurs. Et tous les joueurs qui ont ça autour d'eux, c'est ceux qui performent le mieux en règle générale. Tu as toujours encore des cas de figure. Yes. Bon. Mais voilà. Cerundolo, pardon. Fritz, numéro 1 mondial junior en 2015, du coup. Papa en 2019, en effet. Ouais, tu vois. Papa à 19 ans et divorcé à 22. Donc, comme tu dis, une sorte de maturité à travers ces expériences de vie. Ouais, et Mérite d'être précisé. Ouais. ouais, et ça, c'est clairement que, une fois de plus, c'est pas des robots, c'est des joueurs de tennis. Et il y a l'environnement, être dans un groupe sain, avoir un environnement sain, de trouver les bonnes personnes, d'avoir envie de travailler tous les jours. C'est plein de facteurs qui sont. C'est comme nous, on voit la pointe de l'iceberg, si tu veux. Et même la statistique, ça reste la pointe de l'iceberg. C'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je calcule. C'est important. Mais tout ce qui est dans l'eau de l'iceberg, c'est tellement, ça fait le joueur beaucoup plus sa motivation, son environnement, sa famille, son organisation, trouver les bonnes personnes aux bons endroits. Et ça, c'est en ça que je crois et en ça que je contribue avec ma statistique.
Yes. 24 ans actuellement, il est 13e du coup cette semaine. Il a eu un moment les services de Mardy Fish aussi en tant Ok. que coach. Ah, ouais, ouais, d'accord, ouais. Est-ce que tu le vois s'installer comme numéro un américain sur plusieurs années? Comment tu le sens? Alors, non, je vois un Américain aller plus loin que lui. Mais Qu'est-ce donc? je vois Jensen Brooksby aller plus loin que lui, clairement. Ça, en ce moment, je mets mon argent sur Brooksby comme étant le meilleur Américain à venir. Ouais, Par contre, qu'il soit top 10, oui, je vois un Fritz top 10. Chez les nouveaux Américains qui arrivent, il y a aussi un Nakashima. Lui, tu ouais. vois, Nakashima, pour le moment, je le vois, je peux me tromper, mais je ne le vois pas aller si haut que ça. Par contre, Brooksby, je le vois aller très haut, voire très, Pourquoi? très haut. Pourquoi? Enfin, plus fort que la frite? Bah, la frite, malgré tout, elle a déjà 24-25 ans, tu vois. C'est juste, elle a quel âge? Dis-moi juste son âge. 24, ouais. Et, Ouais, Brooksby, non, si on 21. parle que 20 24 ans, c'est déjà, tu arrives à un espèce de sommet, tu vois, il y a des évolutions. Je pense que le mec peut être top 10, qu'il soit top 3, top 4. Je suis moins sûr. Après, sur une saison, il peut se passer plein de trucs, hein. Tu sais, peut-être après l'ère Rafa, Djoko, Federer et Murray, peut-être on aura une ère avec des, comme avant eux, avec des maniements, avec des mecs qui sont top 5 une année, qui disparaissent, qui reviennent. On, Hmm. on a été tellement habitué à de la constance sur les 20 dernières années que peut-être on va retourner dans une période d'inconstance en termes de résultats et de ranking de beaucoup de joueurs. Et si on rentre dans cette ère d'inconstance, bah peut-être Fritz peut arriver plus haut que ce que j'ai dit. Mais si on est dans un truc de nouveau très constant, je le vois 10, je le vois entre 8 et 12, quoi. Ce qui est Ok. exceptionnel. Et enfin, petite parenthèse, j'ai rencontré Benoît Mélin ce week-end, qui, je sais pas si tu vois qui c'est, qui a une émission sur Winamax, sans filet, qui était sur l'équipe TV, l'équipe du soir pendant des C'est années. pas un comique? Ouais, qui chroniquait le circuit de manière un peu Ouais, alors, ouais, ouais, je décalée, vois. originale. Il me disait, dans 5 ans, à ce rythme-là, le tennis est mort. Parce que il y a que 50 et quelques joueurs qui en vivent. Hormis les grands chelems et les Master 1000, les tournois fonctionnent presque à perte. Mhm. Euh, Quel est ton point de vue, toi, là-dessus? Non, non, non. Toi qui vis le circuit au quotidien, quelle est ta Non, projection à 5 ans, justement? bah, de toute façon, j'ai toujours été ultra optimiste par rapport à tout. De toute façon, les gens ont toujours envie de dire c'est moins bien maintenant qu'avant. C'est toujours une tendance. Je veux dire, rien que déjà, on a une guerre Ok, on a une guerre en Ukraine, oui, mais tu te rappelles, il y a 100 ans, ce qu'on vivait? Non? Non, mais on ne se La rappelle pas, mais peste et le choléra. on a des livres d'histoire, mais même la guerre 39-45, elle est même pas il y a 100 ans. Putain, on parle de 60 millions de morts si mes souvenirs sont bons. Donc, et moi, moi, je suis optimiste. Et pour moi, ce qui se passe maintenant est toujours mieux que ce qui s'est passé après. Et tu as plein de gens qui sont toujours en train de se revenir sur le passé, c'était mieux avant. Donc, c'est pas du tout mon style. Déjà, pour commencer, je suis un optimiste. Donc, non, je suis très optimiste pour la suite. L'ATP va devoir faire des choses pour rendre le tennis plus attractif, mais la tendance, elle est bonne. Et s'il faudra changer des choses, il faudra changer des choses. Puis, il y a plus d'argent pour les mecs derrière. Il n'y en a pas moins qu'avant. Il y en a plus. Donc, déjà, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'espère que par la suite, on mettra encore plus d'argent pour les mecs jusqu'à 500 mondiales, jusqu'à 1000, qui soient peut-être même engagés par la TP Tour. Parce que la TP Tour, ce n'est pas si cher que de payer un salaire à tous ces mecs qui ont des points ATP. Donc, moi, non, je suis positif par rapport à ça. L'ATP, de toute façon, si elle veut rendre le truc plus accessible, ça, eux, distribuer plus d'argent. Après, comme tu as dit, il y a des tournois qui sont à perte. À perte. On n'est pas à perte. On est à perte si tu rentres la billetterie et peut-être les droits TV. Mais tu as des sponsors qui sont là, qui payent et qui sont contents d'avoir leur nom. Donc, c'est pas à perte. Donc, et puis si un sponsor, il dit, voilà, moi, je mets un demi-million ou je mets 1 million ou je mets 300 000, j'en sais rien, c'est qu'il a les moyens de le faire. Et Mm. puis qu'il y trouve un avantage, ça qui fait venir tous ses clients dedans. Arrête. Moi, en tout cas, je suis optimiste, surtout. Et que dans 5 ans, il y aura. Ce que j'espère, par contre, c'est qu'on donne de plus en plus d'argent aux gens derrière. Mm. Et on est déjà en train d'en donner un peu plus au top 250. T'as vu? Regarde fais une recherche. Regarde le prize money du premier tour des qualifications d'un grand chelem. On était, je crois, dans les 1000, 1500 euros ou 2000. Va chercher, va regarder les chiffres. On est quasi à 10 000 maintenant. Mm. C'est bon. C'est bon, je veux dire. Les Ça mecs, ils arrive. font, ils font 4 premiers tours en grand chelem, des qualifs. On a peut-être déjà 40 000. C'est bon.
Tu vois, on peut survivre. On n'est pas avant, ils ne pouvaient même pas survivre. C'est mon point de vue. Le format tie-break teens, t'en penses quoi? Tie break teams. Tu sais, ça a été poussé là pendant Miami, il me semble. Les 8 premières joueuses du monde sur une soirée, format super tie-break, il me semble, OK. avec 100 000 euros, 100 000 euros, 100 000 dollars à la gagne pour la première. En gros, OK. c'est dupliquer une soirée de NBA, tu vois. Tu Mhm. viens en fin de journée parce que tu Ouais. bosses la journée, tu as 3 heures de show, tu es sûr de voir les 8 premières joueuses du monde, plus ou Mhm. moins, en Ouais, fonction mais des c'est ça. absentes, et elles se battent parce qu'évidemment, tu as un gain monstrueux à Ouais, la ouais. fin pour gagner des super tie-breaks. Donc, tu as du show, tu as du suspense, tu as un DJ entre-temps. Ouais, ouais, je vois. T'as pas vu passer? Non, non, mais ils ont fait ça aussi avec des espèces d'interclubs en Inde ou je sais pas quoi, avec des stars, les mecs tous sur le banc. L'IPTL, ouais, ouais, l'IPTL, c'est Ouais, fini et ça. puis la Lever Cup, c'est un peu ce système. Ça, tu vois, c'est des choses qui, malgré tout, de mon point de vue, peuvent aussi un peu bousiller le tennis dans ce sens. Donc là, dans ce sens, je pourrais rejoindre. C'est de mettre de plus en plus en avant les meilleurs et pas ceux qui sont derrière. Euh, voilà, bah, ça se fait comme ça. La Lever Cup, c'est clairement la Cup de l'élite. Si tu n'es pas top 10 ou si tu n'as pas été, tu y vas pas. Il y a toujours de plus en plus d'argent pour les meilleurs, mais il y en a malgré tout aussi un peu plus pour les mecs qui sont derrière, ce Mm. qui est aussi un fait. Par contre, mettre en valeur les joueurs derrière, il faudra trouver des moyens. Moi, je pense que c'est là qu'il faut trouver des moyens. Après, que des 1 mondial gagnent encore plus d'argent, bah, tant mieux pour eux. Mais le problème, c'est que si on commence à se diriger que là-dedans, voilà, maintenant finalement, on veut 3 soirées par année. Les mecs sont payés 3 millions. Ils font que 3 soirées par année, des Nadal, des machins et tout. On va perdre le tennis quand même. Mm. Non, mais je pense qu'il y aura un retour au bout d'un moment aussi aux sources. Tu sais, à force de tout consommer, tôt ou tard, c'est une dynamique, on va aussi revenir aux sources, à des choses plus simples. Et je pense qu'on aspire à ça, parce que tout va tellement vite que c'est possible qu'il y ait aussi un retour. Yes. Comment va ton compatriote Roger? Je sais pas. On Moi, a je de ne suis nouvelles? pas l'actualité. Ah ouais? Honnêtement, je suis très peu l'actualité. Puis des fois, c'est pour ça que je te dis, je suis pas sûr. Parce que sur Facebook ou sur Insta, je vois des infos. Parce que je scroll, machin, puis je vois. Mais je suis vraiment pas quelqu'un qui va chercher l'actu. Ok. Je passe du temps à faire de la stat. J'essaie de le faire bien. Et je suis pas le roi de l'actu, de loin pas. Donc, T'es sur mais j'entends TikTok des ou choses, pas? évidemment. T'es sur Hein. TikTok? Non, non, je suis pas sur TikTok. Dé- Dommage. déjà que j'ai de plus en plus de peine à faire un post Facebook ou un post Insta. Ah, t'imagines? Accroche-toi, mon Fab, ne lâche rien. Non. Ne te laisse pas dépasser par la technique. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour faire un peu de marketing, parce que moi, j'y arrive pas, puis je le veux de moins en moins. Mais tu t'entoures surtout. C'est le principal, c'est de s'entourer de personnes qui Ouais, aiment faire ça et qui le font bien avec tes valeurs. oui, mais exactement. Mais il faut encore trouver quelles sont mes valeurs marketing. Parce Yes. qu'il faut vraiment faire attention avec ça. Et surtout sur le tour, c'est un petit milieu. Il ne faut pas oublier que c'est un tout petit milieu. Et les gens qui se mettent beaucoup en avant ne sont pas spécialement les gens qui sont le mieux vus. Alors, vaut mieux, moi, de mon point de vue, OK, là, on fait un podcast, c'est super, c'est cool. Et tu vois, comme je t'ai dit, j'ai fait le choix de ne plus vouloir parler de mes clients. Euh, donc, voilà, on fait un podcast finalement d'information, pas de Mm. moi qui dis l'info. Mais se mettre en avant, c'est quelque chose qui peut être mal vu. Et mettre en avant ses compétences, pourquoi pas, mais mettre en avant, ouais, moi je suis sur un tournoi, je suis sur ça. Ça, je trouve que ça le fait de moins en moins, puis ça ne fonctionne pas au niveau marketing, tout simplement. C'est du bouche à oreille, c'est de la qualité, c'est de se dire que ouais, sur le tour, tu as une bonne réputation, les gens. Bah, tu vois, ce que tu m'as dit par rapport à Nico Mahut, ça, c'est la plus belle, c'est une des plus belles des récompenses que je peux avoir. C'est que le mec parlant bien de moi à des personnes qui sont comme toi ou d'autres personnes, ça veut dire. Et ça, d'être bien vu sur le tour, ça vaut tout le marketing du monde. Ça, c'est Est-ce, mon point de vue. est-ce que tu as eu des retours de personnes qui ont pris les clés stats et la formation stats? Parce que moi, j'en ai eu quelques-uns. Donc, Moi, pas. Non, moi, bah, pas. mon Mais, Fab. puis à part ça, j'ai toujours été. Chaque fois que j'ai reçu des messages sur LinkedIn, sur ces machins, je réponds tout le temps, je passe du temps. Non, j'en ai pas eu. Mais Ok. après, je sais que toi, par ton intermédiaire, j'en ai eu. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens à qui ça leur a plu, quoi. Bah, justement, on commence à avoir les premiers retours parce que les formations ont été achetées et consommées. Et derrière, il a fallu quelques tournois pour mettre en place. Donc, c'est chouette. On a les premiers matchs, les premiers retours, les premières stats, les Cool. premiers bilans. Certains s'avancent en disant qu'ils ont gagné au couteau au troisième set en servant des stats du match précédent. Donc, ça fait plaisir, ça fait du bien. Yes. Ouais, ouais, ça fait plaisir, ça. Mais Donc, tu vois, voilà.
une idée, ce serait de reprendre tous ces gens qui ont acheté la formation et puis qu'on se fasse un Zoom tous ensemble Yes. et qu'on en parle. Ça, je trouve que c'est, tu vois, une chose, c'est comme avec mes clients pro, le suivi et la relation qu'on met en place, au final, peut faire plus de résultats que la stats. Ouais. C'est Ouais. que tu crées un truc sain, un truc humble, sain, compétent, et un suivi, ça veut dire qu'on est des êtres humains avant d'être des chiffres, avant Mm. tout. Et ça, tu vois, par rapport à tous ceux qui ont acheté la formation, je trouverais important de le faire. Que voilà, on passe une heure et demie ensemble, on parle de qu'est-ce qu'ils ont vu, comment on peut améliorer. Puis même, est-ce que je peux leur amener un truc supplémentaire, parce qu'ils sont déjà quand même experts Ouais. dans ma méthodologie, entre parenthèses. Ouais. Donc, avec plaisir, et si des gens qui nous écoutent achètent la formation ou le machin, après, on le fera avec plaisir aussi avec eux, parce que c'est un suivi, et je trouve que c'est un suivi qui est vachement important. Pas se dire, ah putain, on a vendu un truc, ouais, maintenant les mecs, ouais, on a vendu de Choto. Non, c'est un suivi, et c'est ce qui, je pense, au final, fait aussi, entre parenthèses, aussi plus de marketing. Parce qu'ils se disent, les mecs, ils se font pas la tête, on a un suivi, on est écouté, on est respecté. Et ça, je pense que c'est des énormes éléments marketing. Voilà, c'est ce que je Et, voudrais faire en tant que marketing, en tout cas. Offrir mon temps. Offrir. on va le faire, je m'y engage. Et Allez, c'est bon. si tout se passe bien, pour tous ceux qui ont perfait grâce à la stat dans un an, on fait un team building ski nautique sur le lac de Neuch. Ça peut être sympa. Ouais, ouais. On peut manger une saucisse, Qu'est-ce une portion de frites. On se reparle quand, Fab? On se reparle avant ou après Roland Garros. Ça va Mais dépendre. C'est à toi de choisir. ce qui pourrait être intéressant, c'est de profiler les 3-4 Les- joueurs qui ont cartonné sur les Ouais, Master 1000 avant Roland. avant Roland. Exactement. On fait On fait ça. une synthèse de Monte-Carlo, Rome, Madrid. Madrid, exactement. On va Et, trouver 2, 3, 4 joueurs en tout qui ont bien performé là. Et de nouveau, on parle sur du profiling, on part sur du profiling. Et à partir de là, on se donne la liberté aussi de rebondir sur quoi que ce soit. et on en fait un second après Roland. Si s'est passé des bonnes choses, mais ouais, Oui, voilà, s'il y a eu du nouveau, ouais, voilà. on peut faire après un court débrief de Roland, surtout en vue des 4 joueurs qu'on a profilés au départ et les prédictions. Yes. On peut même essayer de faire des prédictions, ça peut être drôle. Voir aussi à quel point les prédictions, c'est casse-gueule. Ouais. Mais ouais, on peut faire tout ça avec Ok, plaisir. super. Ben, un grand merci pour ton temps. Merci à toi. C'est quoi la suite de ton actu là, rapidement? Bah là, je vais partir à Monte-Carlo ce dimanche. Je vais voir mes clients. J'en ai D'accord. 4 qui jouent le tournoi. Donc ça Et y est, voilà, tu reprends un peu les voyages? voilà, avec moins de corona, on va dire quasi plus d'ailleurs. Je me demande si je dois encore. Mon vaccin, il est plus valable. Et je suis en train de me poser la question si je peux rentrer en France mais dans son vaccin. Il n'y a plus de passe, c'est juste. Hein. Absolument, Fabrice, pour le moment. Allez, donc ça c'est déjà bien. Donc, donc maintenant qu'il y a moins de. C'est plus facile d'aller sur les tournois, évidemment, que j'ai envie d'y retourner un certain nombre, en tout cas un par mois, pour voir les gens avec qui je travaille et puis pour vivre le tour, hein, tout simplement. Mais comme je t'ai dit, ce côté humain, il est super important. On crée une relation. Même si je travaille avec plusieurs équipes, il y a une relation de confiance et humaine qui, pour moi, est autant importante que la stats. Tout Mm. doit être bien pour pouvoir performer. Et voilà, bah, j'ai cette chance d'aller à Monte Carlo et d'aller voir 2, 3 des personnes avec qui je travaille. Et voilà, je vais en profiter. Puis après, sur terre battue, vu que c'est en Europe, je vais aller assez souvent. Je pense Roland Garros de sûr. Les tournois avant, c'est Genève ou Strasbourg ou Lyon. Là, je vais aller quelque part, mais je ne sais pas lequel des trois. Peut-être À Munich, Genève. Rome. Non, il y a un grand programme. Puis après, je vais aller aussi Wimbledon. Et donc, au Queens, je vais essayer. Donc, il y a un bon programme pour moi, là, pour aller beaucoup sur le tour jusqu'à la fin de l'année, quoi. Donc là, c'est reparti, en tout cas pour moi, sur le tour. Pas toutes les semaines, mais au moins une semaine sur 4. Et comment tu fais quand tu stats un match, par exemple à Monte-Carlo, tu regardes le match avec un... comment tu t'y prends, du coup, pour statser Bah, pendant le j'ai le match? droit. Le truc, c'est l'avantage d'être accrédité par une équipe me donne l'accès d'utiliser l'ordinateur au bord du terrain. Donc, D'accord. je peux me mettre au bord du terrain et analyser. Après, s'il y a plusieurs matchs en même temps, je reste dans le Players Lounge et puis Ouais. j'analyse les matchs là-bas sur écran. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi pendant les tournois. Mais Et s'il fait 40 degrés, ton ordi, ils font pas, non? ah bah, si je fais 40 degrés, je peux aussi choisir de regarder tout le match. De toute manière, je suis dans la team des joueurs, mais je ne suis pas tout le temps dans leur box, voire Hmm, le moins possible. d'accord. Donc, de toute manière, que je fasse le match au bord du terrain ou dans le Players Lounge, eux, ça ne leur change pas grand-chose.
Par contre, après, c'est tout ce suivi dans les coulisses, un minimum. C'est pas non plus un suivi. C'est d'avoir quelques discussions. Est-ce qu'on doit améliorer les choses? Comment ça va? Juste comment tout ça, tu vois. Donc ça, je vais pouvoir le faire à Monte Carlo et je m'en réjouis. Génial. Yes. All right. Oh bah tiens, il y a Gilles Servara qui m'a écrit sur LinkedIn. Je suis en train de découvrir ça à l'instant. Il va refaire un podcast. Non, parce qu'il il est en train de faire la promotion de son truc, je crois. Il lance, c'est ça. Ça peut que être ça. Non, non, non. Mais je sais pas si c'est un homonyme. Ah ouais, ça. Ah si, 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 c'est lui, ouais. C'est lui. Il m'a écrit. Salut Mac, j'espère que tu vas bien. Il faudrait que tu m'envoies la liste. Il fait attends. Ah oui, d'accord. Il faudrait que tu m'envoies la liste des invités avant de les interviewer. Là, je suis en train d'écouter Durand, le prépa physique, mais je ne peux plus lui poser de questions. Personne ne me répond. Pourquoi personne ne me répond? C'est bizarre. Bonne journée, Gilles. Ouais, parce qu'en fait, sur LinkedIn, j'ai envoyé un message à plusieurs personnes en disant coucou, découvre le podcast Tennis Légende. Si tu as des idées de questions à poser, n'hésite pas aux invités, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça qu'il me répond ça, l'ami Gilles. Bah, c'est cool, il écoute le podcast Tennis Légende, dis donc, c'est beau. C'est beau, bah, il l'a fait, hein. Bah, il l'a fait, hein. Ça, c'est pas l'accent suisse, ça. C'est pas l'accent suisse. Bon, Bon, bah, bon voyage, Fab, prends soin de toi. N'oublie pas de bien profiler pour Tennis Légende. allez. Et petit rappel de ton site internet qui ne demande qu'à grandir. Tu redis-nous ce à quoi les gens qui s'inscrivent à ton site ont accès Bah, ouais. et à quelles conditions, très important. Oui, alors maintenant, comme j'ai déjà dit la dernière fois, on a rendu le site payant parce que tout simplement, j'avais plus le temps et l'envie de donner mon travail gratuitement. Après, c'est payant, c'est 12 euros par année ou Pour 3 euros par mois. Donc, on n'est pas dans des sommes de malade mental, on est bien d'accord. Ouais, ouais. Ils ont accès à toutes les fiches sur tous les joueurs et ça montre les points forts et les points faibles et leur style de jeu. Grosso modo. Et j'essaie de la remettre à jour, en tout cas un, deux, voire trois profils par semaine, et dépendamment de l'actualité aussi. Par exemple, si Fritz a bien joué, je vais le remettre à jour, ce genre de choses. Donc voilà, c'est avoir accès aux statistiques. Je n'offre pas toutes mes statistiques, évidemment, parce que sinon, ça ne va pas aller, mais je mets à disposition certaines statistiques sur les joueurs et surtout leur profil de jeu, leurs points forts, leurs points faibles. All right. Muy bien, un grand merci pour Merci à toi. cette session du jour. À très bientôt, prends soin de toi et surtout, surtout Fab, entretiens bien ta barbe. Je vois qu'elle est fournie. C'est cadeau, ça fait plaisir. Ouais, je vais chez le barbier en plus, hein. Mais là, je quand pas même. dit un moment. Quand même. Allez, la bise, à bientôt, ciao, ciao. Retour. Ciao. Merci d'avoir suivi ce 8e hors-série stats avec notre master helvète. Fabs Barreau, viens me dire ce que t'en as pensé en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aide comme jamais à faire connaître notre travail. Et si toi aussi tu veux passer ton jeu au peigne fin à l'aide de la stat et enfin comprendre chiffre à l'appui pour que tu gagnes ou perds tes matchs, on rouvre l'accès aux 33 clés ainsi qu'à la formation stat pour quelques jours. Tu vas découvrir l'outil que Fab utilise pour statser les rencontres de ses clients et leur délivrer des préparations de matchs chirurgicales. Il est catégorique, ça permet de gagner en moyenne 15% de matchs en plus, de quoi aller grappiller 2 classements supplémentaires cette saison. Les formations sont garanties satisfaites ou remboursées pendant 60 jours sur simple demande par mail, alors ne te prive pas et fonce. Les liens sont juste en dessous en description de l'épisode. A tout de suite de l'autre côté pour ces formations stats animées par Fab et moi-même. Prends soin de toi, ciao.